Bilan de l'année 2020. Voilà le titre de la conférence d'aujourd'hui. J'ai décidé de la faire étant donné que l'année 2020 est derrière nous. Hourra! Ça a été une année qui a été difficile pour plusieurs personnes, pour la société en général. Et je voulais faire un enregistrement pour faire un retour sur certains éléments en relation avec le collectif qui ont été vécus dans le cadre de l'année 2020 et aussi par rapport à ma vie, à moi, sur le plan individuel, naturellement. Donc, par rapport à l'enregistrement d'aujourd'hui, je le fais, on est présentement le 1er janvier 2021, au moment où il est enregistré. Donc, bien entendu, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021. Donc, que ce soit un peu plus agréable pour 2020. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui ont trouvé ça chiant, l'année 2020 avec la crise du coronavirus. Et on a même manqué de papier de toilette dans les épiceries, les supermarchés ici au Québec au printemps dernier. Donc, ça a été le bout de la marde. Façon de parler, là. Mais bref, ça a été une année qui a été éprouvante par rapport au collectif. Et je voulais élaborer un petit peu sur ce sujet-là aujourd'hui, naturellement en relation avec la crise du coronavirus de COVID-19 là, qui a occupé l'attention médiatique, l'attention du collectif au fil de la plupart des mois là, de l'année 2020. Et par rapport à ça, ce que je voulais mentionner, c'est qu'il y a quelques années, d'astrologue, consultant et également intervieweur de Bernard de Montréal, Daniel Ménard, avait fait une prédiction. Et ça, là, c'est il y a plusieurs années, sur son site web qu'il avait, avant qu'il décède, qui avait annoncé que pour le mois de janvier de l'année 2020, donc en janvier 2020, il y avait l'entrée dans l'Apocalypse avec Pluton en Capricorne. Et Pluton qui rentre en Capricorne, ben c'est l'éclatement des structures sociales. Donc, toutes les structures de la société allaient être ébranlées. C'est ce qui était annoncé. Donc, quelque chose quand même assez majeur sur le plan astrologique. Et je dois dire, avec le recul, une fois que l'année 2020 de passé, que c'est ce qui est arrivé. Donc, c'est sûr que quand on parle de Pluton en Capricorne, ben c'est tout ce qui a de la constance dans le temps, comme par exemple le signe en Capricorne, c'est le signe des retraites. Donc, les retraites, ben, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr, avec l'endettement massif des États-nations, que ce soit le Canada, la France, les différents pays, à cause de la crise du coronavirus, ben tout le domaine financier, le domaine bancaire a été chamboulé naturellement à cause de la crise. On l'a vu entre autres aux États-Unis avec un plan de relance là, de plusieurs milliards qui a été mis en place pour stimuler l'économie. Donc on peut voir que puis sinon l'ensemble des structures sociales, j'ai pas besoin, je pense, trop d'élaborer là-dessus, qui ont été ébranlées. L'une des structures sociales fondamentales, c'est la famille. Ça a été ébranlé à cause des mesures de distanciation qui ont empêché des gens de se voir. Ensuite, les autres structures sociales, ben, l'éducation, l'école, les élèves qui, dans certains cas, ont manqué de l'école là, au printemps dernier. Ensuite, les mesures de distanciation sociale dans les écoles. Ensuite, dans les services financiers, les caisses. Ensuite, l'arrivée du télétravail. Il y a eu beaucoup de bouleversements sociaux qui ont eu cours cette année. Donc, c'est sûr que par rapport à cette prédiction à caractère astrologique qui avait été amenée puis il y a plusieurs années par Daniel Ménard, je dois dire avec le recul que ça s'est actualisé. Là, c'est sûr que depuis récemment, donc le 21 décembre 2020, il y a ce que certains appellent qu'on est entré dans l'ère du Verseau, donc avec Jupiter et Saturne qui se rencontrent là, dans le signe du Verseau. Donc, c'est deux planètes qui sont quand même importantes là, par rapport à l'astrologie. Puis là, on est supposé de rentrer dans une nouvelle réalité qui va être régie par l'élément air. Donc, l'élément air, c'est les informations, les idées et qu'est-ce qu'on voit qui se développe rapidement présentement.
dans l'ère du temps, c'est naturellement tout ce qui est télétravail, formation à distance. Donc, c'est typique du Verseau qui est tourné vers l'avenir, les nouvelles technologies, donc les technologies comme l'informatique, l'intelligence artificielle, donc en relation avec la crise, le développement d'algorithmes, de réseaux sociaux de plus en plus présents. Ben, c'est ce qui arrive présentement avec la situation planétaire. Puis l'ère du Verseau, ben, c'est aussi l'ère de l'individualisme. Et c'est sûr qu'avec les mesures de confinement qui sont appliquées dans plusieurs pays occidentaux, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est chacun chez soi, individuellement à l'intérieur, au nom de la menace du virus. Ça mène quoi? Ça mène c'est pas une individuation en conscience, mais ça amène les gens à être plus individualisés dans leur ego au niveau psychologique. Je veux quand même faire une distinction ici, là. Ça veut pas dire que tous les gens qui vont s'individualiser chez eux à rester tout seuls à cause du confinement, qui vont fusionner avec l'esprit. Non, c'est pas le cas. Par contre, ça amène des gens au niveau psychologique par la situation planétaire d'être amenés à connaître un plus grand individualisme. Ouais. Donc, puis ça, c'est typique de l'ère du Verseau. Bon, c'est sûr qu'on peut faire des liens comme ça. Est-ce que j'attends quelque chose de l'ère du Verseau? Non. L'astrologie, oui, ça peut avoir une certaine incidence en relation avec les liaisons psychiques que l'individu a par rapport aux structures astrales que représentent les différentes planètes, le contexte planétaire, puis le fait que les personnalités des gens peuvent être influencées par des formes. Par contre, c'est sûr que, bien que ça existe, puis je peux prendre ça en considération, ultimement, c'est de vivre par rapport à soi. Donc, faut pas laisser les astres déterminer que va être notre vie, car sinon, nous risquons de courir au désastre. Bien entendu, pour être capable de contester des programmations, ça prend une puissance de volonté inversement proportionnelle par rapport à cette dernière. Ça prend un certain feu, une certaine puissance intérieure. Ça prend aussi la capacité d'aller à contre-courant par rapport à certaines programmations, si on en a la vibration naturellement et si on en a l'élan interne en relation avec notre contact avec l'esprit. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est sûr que si la personne n'a pas à vivre la fusion avec l'esprit de son vivant, ben à ce moment-là, malgré elle, inconsciemment, ben elle va subir des programmations planétaires et elle pourra pas nécessairement avoir la force, les contrecarrer. Donc, avoir la puissance de volonté, la puissance d'action pour s'inscrire dans une dynamique d'individualisation qui la relie à une force cosmique, je vais dire des forces cosmiques, mais devrait plutôt dire une force cosmique qui représente elle-même sur le plan transcendantal, qui est qui est son propre esprit, qui est par-delà la matrice planétaire. Parce que tant que la personne est régie par un système d'astres, de planètes, et est soumis à des influences qui le lient à des influences qui sont en relation avec l'univers physique, l'univers manifeste. Tandis que si la personne est capable d'être liée psychiquement avec l'univers non manifeste, c'est-à-dire la dimension cosmique de son être qui est vibration par-delà la forme, ben, à ce moment-là, elle peut agir en fonction d'une intentionnalité qui est par-delà de ça, qui n'est pas soumise à ces structures. Parce que vivre en fonction de l'astrologie, c'est vivre en fonction de formes de référents planétaires qui peuvent dicter nos comportements, nous influencer sur le plan collectif. Et c'est sûr que tant que la masse de gens sur le plan collectif n'a pas développé une conscience de nature impersonnelle, la liant à l'esprit, ben, c'est sûr qu'elle va être influencée par des forces planétaires, étant donné qu'elle n'a pas accès à un point de référent qui est par-delà les influences planétaires pour être capable de s'en dissocier et avoir un recul critique. Donc, autrement dit, tant que la personne n'a pas accès à une conscience de nature éthérique, ben, malgré elle, est englobée par une conscience astrale qui le lie à des influences d'êtres décédés, ensuite de forces planétaires, qui vont l'amener, en étant soumis à ces lois-là, à avoir certains comportements plutôt que d'autres, en lien avec, entre autres, le zodiaque. Donc, je voulais faire une petite parenthèse là, sur l'astrologie. Fait que pour moi, dans le fond, qu'on nous dise qu'on entre dans l'ère du Verseau, puis là, ça va être beau, il va y avoir le développement de nouvelles technologies en relation avec l'informatique, etc. J'idéalise pas ça.
Parce que pour moi, l'informatique et les nouvelles technologies sont capables du pire. Autrement dit, on peut développer une société qui est sous contrôle, entre autres, du big data, d'algorithmes et de technologies de surveillance avec des reconnaissances biométriques et autres pour amener des gens dans une direction, comme on peut le voir par exemple en Chine avec le système de crédit social où la personne est surveillée, est épiée régulièrement. En fait, j'allais presque dire 24 heures sur 24, il y a tellement de caméras en Chine dans les grands centres pour voir si elle a un comportement qui respecte la programmation sociale. Donc, si la personne, par exemple, elle traverse sur un feu rouge alors qu'elle n'est pas supposée, elle va recevoir à ce moment-là une perte de points liée au crédit social, alors que si elle fait de la délation, elle dénonce des gens qui ont des comportements qui vont à l'encontre du régime, elle va recevoir des points. Donc ça, c'est un exemple de technologie qui est propice à se développer à l'heure actuelle avec l'ère du Verseau, qui est l'ère des nouvelles technologies. Fait que l'histoire de l'ère du Verseau, que ça va être beau, il y a des gens qui ont idéalisé ça. Ben non, c'est une programmation avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que oui, il va y avoir des développements qui vont s'accélérer sur le plan technologique avec l'informatique, etc. Les inconvénients, c'est tous les abus de pouvoir puis de surveillance d'individus avec de la reconnaissance biométrique, avec un système sophistiqué de caméras, voire même la micro-pulsation de la société qui devient de plus en plus possible. Donc, c'est sûr que lorsqu'on voit un système comme le crédit social qui existe en Chine, c'est plus de la science-fiction. Parce qu'on pouvait écouter des films de science-fiction il y a 10, 20, 30 ans d'anticipation où on parlait de sociétés totalitaires, de dystopie, ou des livres comme 1984 de George Orwell où on voyait un futur où tout le monde était épié par des écrans. Ben là, aujourd'hui, ça devient de plus en plus possible parce qu'il y a de plus en plus de caméras un peu partout. Les caméras sont plus miniaturisées, faciles d'accès et ça rend de plus en plus possible ça. Donc, l'ère du Verseau, pour moi, c'est ni bon ni mauvais. C'est une programmation qui s'opère, qui fait suite à une autre programmation qui avait cours en lien au préalable par rapport à l'ère des poissons. Mais fondamentalement, l'astrologie, pour moi, c'est quelque chose qui, ça peut avoir une certaine incidence sur les individus, mais c'est une considération secondaire. La principale considération que j'ai à avoir par rapport à moi-même en tant que conscience, c'est de m'occuper d'être bien dans ma peau puis pas me faire chier par la nature des événements qui vont ébranler le collectif. Que ce soit, par exemple, l'ébranlement des structures sociales qu'on connaît là, en lien avec une certaine programmation astrologique puis la crise du coronavirus. Donc, c'est ça que pour le bilan de l'année 2020, ce que j'en fais, c'est la lecture que, présentement, la société, en lien avec la crise du coronavirus, a été amenée à subir des contraintes extrêmement lourdes. On parle des mesures du confinement, des mesures sanitaires qui sont imposées. Donc, la crise a amené une restructuration sociale avec une certaine lourdeur, une certaine rigidité qui a amené une perte de fluidité dans les rapports sociaux, dans le sens que les rapports sociaux sont très codifiés. Il faut que les gens restent à 2 mètres, il faut éviter les contacts corporels comme se faire une accolade, se donner la main. Ensuite, il faut que les gens se mettent le masque au visage. Ensuite, il faut qu'ils se nettoient les mains avec du savon ou un gel hydraulique pour entrer dans un commerce. Donc, il y a une codification, il y a une lourdeur qui s'installe dans un esprit de contrôle. Par rapport à, dans le fond, le bilan de l'année 2020, ça m'a fait réaliser que beaucoup de gens dans la société vivent à la peur. On l'a vu dans les médias de masse, que ce soit TVA, Radio-Canada. Puis, ça a été une année d'exposition de ce qu'on appelle de l'information et de la désinformation avec des médias de masse, des médias alternatifs. Et cette année, avec le développement aussi rapide de l'informatisation qui se fait, le fait qu'une numérisation des rapports humains qui passe de plus en plus par la machine, donc les gens, au lieu de se voir ensemble pour, par exemple, faire un cours d'anglais ou étudier, ils étudient de plus en plus à distance et c'est toujours à travers l'ordinateur, avec des logiciels qui amènent à faire des téléconférences, entre autres, et autres. Donc, c'est une numérisation des rapports humains accélérée qui s'est faite lors de cette année 2020 en relation avec la crise, entre autres, du coronavirus comme prétexte. Le mouvement était déjà là, la numérisation des rapports humains, le développement du télétravail, téléformation, ces choses-là, mais
la crise a accentué ça. Puis, c'est sûr qu'on est bombardé de plus en plus d'informations en lien avec les réseaux sociaux, Internet. Et là, par rapport à la crise, il y a toutes sortes de choses que ça dévoile. Premièrement, ça dévoile qu'il y a plein d'informations incohérentes. Ça va dans toutes les directions. Et à quelque part, ça force l'individu à s'individualiser puis à déterminer par lui-même qu'est-ce qui est réel. Parce que là, on a des médias officiels, alternatifs, qui vont dire des choses qui sont très opposées, très différentes. Donc, il y en a qui sont accusés de minimiser l'impact de la crise du coronavirus, d'autres l'exagérer. Et l'individu par lui-même a tranché, puis avec le temps, il est exposé de plus en plus à une variété, une quantité d'informations qui augmente. Donc, on est dans ce contexte-là. C'est sûr que par rapport à la crise, ce qui est particulier, ce qu'on a pu voir, c'est que l'hydroxychloroquine, qui a été un des sujets d'actualité, avec Didier Raoult qui disait qu'il traitait des gens qui étaient atteints du coronavirus et que ça donnait certains résultats par rapport à ça. Ce qui est curieux, c'est qu'au mois de janvier de l'année 2020, la vente libre d'hydroxychloroquine a été, dans le fond, éliminée. Et puis par la suite, la prescription d'hydroxychloroquine en France a été interdite au printemps, alors que ça faisait plus que 30 ans là, que c'était utilisé. Là. Donc, il y a anguille sous roche. Et j'en ai discuté avec un pharmacien. Lui, ce qu'il me disait, c'est que en effet, c'est curieux parce que normalement, là, lorsque un produit qui est utilisé est néfaste, qui a des effets secondaires graves, c'est dans les années qui suivent qu'il est retiré du marché. Tu sais, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans par la suite. Mais là, au-dessus de 30 ans, par la suite, le pharmacien avec lequel j'ai discuté de tout ça disait, il n'a jamais vu ça. C'est vraiment spécial, là. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire qu'il y a eu, par rapport à l'hydroxychloroquine, une campagne qui a été mise en place pour discréditer ce produit-là dans l'optique que le lobby pharmaceutique mette en place, à la place des produits qui soient utilisés massivement pour traiter le coronavirus, mais qui sont brevetés et qui permettent naturellement aux gens qui disposent de ces brevets de faire beaucoup d'argent. Même chose par rapport au développement du vaccin, etc. Donc, qu'il y ait des solutions médicales coûteuses qui soient mises de l'avant plutôt que celles-ci qui existaient depuis longtemps. Donc ça fait partie des enjeux. Il y a eu des choses particulières lors de l'année 2020. Je pourrais passer tout l'enregistrement en nommer, en mentionner. Donc, sinon, ce que je voulais rajouter, ben, c'est sûr qu'au niveau collectif, les gens ont été éprouvés par rapport à la crise. Ça a amené des gens à vivre de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse. Et ça a amené les gens aussi à ne plus rien prendre pour acquis. Donc, c'est un choc de civilisation, le fait d'être confronté à une pandémie. Un peu comme un choc psychologique qui a été vécu par les Américains le 11 septembre de l'année 2001. Donc, lorsque les États-Unis ont été attaqués, à ce qu'on dit, par des terroristes qui auraient amené les tours du World Trade Center à New York à s'écrouler, donc les 2 tours, ça crée un choc psychologique chez les Américains parce que ça les a amenés à réaliser qu'ils pouvaient être attaqués à tout moment sur leur territoire, puis des attaques de grande importance, ça. Donc, amener les gens à jamais se sentir en sécurité en sol américain, ou ce qui pourrait constamment être menacé, ben, c'est sûr que la crise du coronavirus par rapport aux pays occidentaux, entre autres, où la peur du virus a été véhiculée par les médias, des mesures très strictes ont été prises dans la société, ben, ça amène à réaliser les gens qu'à tout moment, ils peuvent être exposés à la menace d'un virus et que leur vie peut être en danger, un peu comme les Américains qui se sentaient en danger sur le plan individuel en sol américain, à savoir qu'à tout moment, il peut y avoir une attaque terroriste. Ben, la certitude qu'on était en sécurité par rapport à la menace des virus ou l'illusion qu'avec le développement de la science, de la technologie, une épidémie pourrait être facilement maîtrisée, nous a été ébranlée. Donc, la toute-puissance, entre autres, de la science médicale est ébranlée. Si on pense, entre autres, au Québec, où on a mis en place plein de mesures, le port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs depuis le mois de juillet,
Résultat, quelques mois après, bien, il y a toujours plein de cas qui sont déclarés de gens atteints du coronavirus, ce qui veut dire que les mesures sanitaires, je dis pas qu'elles ne fonctionnent pas. Elles ont sans doute servi à réduire le nombre de cas et la propagation, mais c'est pas quelque chose qui fonctionne d'une manière absolue, les mesures sanitaires qui ont été mises en société, car sinon, aujourd'hui, il n'y aurait plus de cas de déclarés de coronavirus. Donc, ça peut avoir un fonctionnement relatif. Ça amène les êtres humains aussi à réaliser qu'ils ne contrôlent pas tout. Donc, c'est sûr que l'année 2020, sinon, ben, comme événement marquant, a attiré mon attention. C'est sûr que c'est très subjectif ce que je vous présente comme information, j'en conviens. Il y a eu, naturellement, par rapport aux élections américaines, parce que, habituellement, aux États-Unis, bon, il y a des élections, puis dès le mois de novembre, lorsque le président est élu, ça fait consensus au niveau social. Tandis que là, les gens sont très divisés parce qu'il y a eu environ 49% des gens, près de la moitié, qui ont voté pour Donald Trump, puis l'autre moitié pour Biden. Et donc, le vote était très divisé. Et c'est sûr que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une contestation des résultats de vote par Donald Trump. Et ça crée une tension. Donald Trump refuse de dire qu'il a été défait aux élections au moment où il a fait cet enregistrement. Et là, il y a une tension sans précédent qui court. Puis, dans le fond, ça participe à une polarisation des discussions en société entre les gens qui sont pro-Trump ou pro-Biden. Et la société est divisée simultanément par rapport aux gens qui sont pour les mesures liées à la crise du coronavirus, puis ceux qui s'y opposent. Donc, on vit dans une société qui est beaucoup plus clivelée dans ce début d'année 2021 qu'elle l'était au début de l'année 2020. Ça, c'est un des constats que je fais. Là. Il y a une plus grande polarisation, une plus grande tension sociale aussi, parce que à mesure que les mois passent et que les gens sont tendus à la cause de la crise du coronavirus, ça fait des gens qui sont plus irritables aussi en lien avec la crise. Donc, ça permet de dévoiler aussi les failles de l'ego des gens, les failles sociales, entre autres, en relation avec le système de santé. Ça, c'est clair. Sinon, sur le plan individuel, l'année 2020 a été l'occasion de me libérer d'une forme de nationalisme que je nourrissais là, par rapport au Québec, dans le sens que j'avais une certaine fierté d'être québécois, mais en réalisant la façon qu'a été gérée la crise liée au coronavirus COVID-19, bien, ça m'a détaché du nationalisme en regardant surtout le décès là, au printemps de l'année 2020 de plein de personnes âgées dans des résidences, la façon que le réseau de la santé est géré ici, là, ça m'a amené à me détacher là, par rapport à ça. Puis, dans le fond, le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de gens de la population là, qui ont contesté là, certaines choses qui n'avaient pas de bon sens dans la gestion de la crise. Selon mon point de vue encore, c'est sûr que c'est dans un sens, c'est subjectif, mais donc, en fait, moi, par rapport à ça, je me suis détaché d'une forme de nationalisme. Donc, c'est bien d'avoir vu la crise puis voir comment que les gens ont géré le Québec avec les mesures. Ben, ça m'a amené à prendre une certaine distanciation. Regardez le comportement aussi de nos compatriotes, donc les gens qui ont beaucoup peur du coronavirus. Ça m'a amené aussi à me détacher là, par rapport à eux, dans une certaine mesure. Donc, on peut dire que ça m'a amené à m'individualiser cette année 2020. Sinon, ce qui m'a ébranlé, ça a été le décès là, de Marc Delassalle qui a eu cours au mois d'août de l'année 2020 que je ne voulais pas passer. Je suis au silence aujourd'hui dans le cadre de l'enregistrement. En fait, ce qui m'a fait quelque chose, c'est que lui, pendant plusieurs années, il a été enseignant. Il a donné des cours. Puis pour obtenir un poste d'enseignant, surtout à temps plein, bien, au Québec, ça peut prendre plusieurs années, naturellement, pour avoir un poste professionnel. Et c'est sûr que par rapport à ça, il avait arrêté là, le domaine de l'enseignement à l'âge de 49 ans. Il est décédé là, à 56 ans. Et les activités liées à la diffusion de la conscience supramentale, malheureusement, c'est pas payant, dans le sens que c'est très difficile là, d'en vivre décemment. Et puis, c'est sûr que ça m'a fait quelque chose par rapport à Marc, dans le sens qu'il n'a pas connu
une abondance au niveau financier en relation avec le fait qu'il donnait des conférences, qu'il a donné aussi un séminaire, entre autres, auquel j'avais participé, qu'il a écrit des livres. C'est sûr que quand j'étais jeune en passant, comme sans doute beaucoup d'entre vous, j'ai écouté des films de Walt Disney avec le héros du film qui gagne à la fin. Donc, il y a beaucoup de films qui sont basés sur un scénario où il y a un personnage principal qui connaît des événements chocs, des événements perturbateurs, il y a des obstacles, puis finalement, à la fin, il gagne. Tu sais, si on pense à un joueur d'une équipe de hockey, au début, l'équipe, ça se peut qu'elle n'ait pas de succès, puis au fil du temps, bien, elle va en développer, puis éventuellement, ben, c'est peut-être elle qui va gagner la Coupe Stanley ou qui va gagner un trophée ou qui va être la meilleure équipe dans sa ligue. Et c'est ça, cette mentalité-là qui m'a imprégné du cinéma, où on voit certains personnages, puis finalement, leurs choses lèvent avant de mourir, m'a amené à avoir des attentes. Naturellement, m'a amené à me programmer, à me conditionner. Et c'est sûr que de voir que l'œuvre de Marc Delassalle, malheureusement, de mon point de vue, n'a pas été reconnue sa juste valeur par rapport à cet auteur et conférencier québécois qui, de par ses propos, ses livres, visait à diffuser une conscience supramentale. Le fait que ça n'a pas été reconnu, de mon point de vue, à sa juste valeur de son vivant, m'a amené beaucoup de frustration, de déception, puis ça m'a amené à me libérer des attentes. Dans le sens que ça m'a amené à réaliser que je dois m'occuper, ici et maintenant, d'être bien dans ma peau. Pas d'attendre que les gens apprécient mes enregistrements s'ils ont les appréciés là, dans 10 ans ou dans 20 ans. Non. Donc, c'est sûr que présentement, je vise à vivre fondamentalement par rapport à moi-même. Donc, qu'il y ait ou non une reconnaissance sociale par rapport aux enregistrements que je produis. C'est sûr que s'il y a des gens qui... dans le fond, m'ont fait parvenir des contributions financières en soutien à mes activités pendant l'année 2020, qui apprécient ce que je fais, ben c'est tant mieux. Donc, il y a des gens qui m'ont fait parvenir aussi à plusieurs reprises des remerciements sur Facebook, sur YouTube. Ben, je vous remercie de tout ça, là, de cette reconnaissance-là, naturellement. Donc, comme on dit, je ne crache pas là-dessus. Le point que je veux dire, c'est que fondamentalement, j'ai à apprendre à vivre par rapport à moi-même. Et puis, c'est sûr aussi, l'autre élément, c'est que les événements de fin de cycle sont mentionnés, où ce que l'être humain va pouvoir être dans une situation planétaire beaucoup plus agréable, donc de connaître une forme d'âge d'or de l'humanité, ce que certains vont envisager avec l'âge du Verseau. Pour moi, je décroche de l'utopie, puis je décroche aussi de la croyance que les choses... où l'être humain va avoir des capacités psychiques de dématérialisation, ensuite de commander à la matière, que je vais nécessairement connaître ça de mon vivant. Il y a beaucoup de choses qui sont amenées à l'être humain pour préparer un avenir, mais c'est pas parce que la personne est capable de générer une parole qui prépare un avenir par rapport à l'émergence, entre autres, du gouvernement supramental, ce que certains appellent la régence planétaire, que ça veut dire nécessairement qu'il a à vivre de ça de son vivant. Et c'est sûr que dans un sens, c'est très frustrant d'être capable de recevoir des pensées qui proviennent d'une autre réalité, qui amènent des descentes d'informations sur le plan physique en vue de la préparation de l'émergence d'une nouvelle gestion planétaire en relation avec le plan éthérique, les déploiements d'hommes nouveaux et de femmes nouvelles qui vont intégrer le principe de l'amour de l'homme pour l'homme et par l'homme, homme ici avec un grand H. C'est sûr que dans un sens, d'être en contact avec l'information par rapport à ça, puis d'en avoir une vision d'une société très perfectionnée, où les gens, il n'y a plus de problème de violence, il n'y a plus de problème de pauvreté, plus de problème de dépendance à la drogue, et que les gens sont capables de vivre entre eux avec intelligence, ça peut être extrêmement frustrant. Donc, c'est un petit peu en fait, c'est très frustrant d'accéder à des informations en fonction d'une humanité qui fonctionne d'une manière cohérente, alors qu'on est situé présentement, au moment où est fait cet enregistrement-là, dans une société en pleine crise de coronavirus, où il y a un manque de cohérence dans la gestion de la crise qui empêche qu'elle se résorbe naturellement, et aussi dans une situation très limitative, très restreignante, parce que les gens ne pouvaient pas se réunir dans le temps des fêtes pour célébrer Noël, tandis que par rapport à un être humain nouveau, qui a développé un taux vibratoire suffisamment élevé pour ne pas être atteignable par un virus, la menace d'un virus, tout ça, c'est ridicule comme situation. Donc, c'est sûr que si une personne, dans un futur donné,
a atteint une capacité de commander la matière avec la puissance de sa volonté, ben, elle va commander à ses cellules d'être en santé puis d'être cohérentes, puis elle ne pourra pas être atteinte par la menace du coronavirus. Mais ça, c'est pour l'avenir. Donc, c'est sûr que de voir que dans une société, dans un avenir, d'ici environ 2500 ans, qui vont avoir une plus grande cohérence au sein de l'humanité en relation avec les descentes d'énergie qui proviennent du plan éthérique pour ajuster l'être humain à un niveau plus grand d'intelligence puis une plus grande transparence de l'ego, alors qu'on ne connaît pas ça présentement, mais on peut avoir accès à une vision de ça, une forme de préforme. C'est extrêmement contrariant dans un sens si on réfléchit ça puis on est envieux par rapport à l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle que par rapport à l'avenir, je vise à plus vivre d'espoir. Parce que à travers Marc de la Salle, ça c'est mes bébites à moi, c'est pas lui, là, j'avais tendance à projeter mon désir de voir Marc que ces choses lèvent, puis qu'il y ait plein de monde à ses conférences, qu'il vende plein de livres, et qu'à quelque part, il puisse célébrer sur le plan physique, sur le plan biologique, la consécration, la reconnaissance de ses semblables par rapport à la qualité de son œuvre, une forme de reconnaissance sociale. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont m'écouter, vont dire, ben là, ce niveau-là de reconnaissance, c'est psychologique. Ben oui. Mais ça peut être aussi vibratoire dans le sens que les gens sont suffisamment sensibles et en contact avec leur esprit pour apprécier la qualité de l'esprit d'une autre personne qui se manifeste à travers la parole, l'écriture. Donc voilà le point où je voulais en venir. Mais c'est ça, je me suis quelque part en regardant Marc que finalement il a écrit des livres, il a quand même passé beaucoup d'énergie à écrire de nombreux livres, à faire de nombreux enregistrements, m'accorder aussi de nombreuses entrevues sur le web, puis finalement, ben, tout ce matériel-là a été produit, mais très peu de gens ont été en contact avec ça. Peut-être qu'après son décès, il y aura plus de gens qui vont entrer en contact avec son matériel, on verra bien. Mais tu sais, si on pense entre autres à Bernard de Montréal, de son vivant, de l'information que j'avais reçue, qui est un autre individu qui a œuvré dans le domaine de la conscience supramentale, il y aurait eu peut-être 2000 ou 3000 personnes qui auraient fait une activité de séminaire avec lui, de conférence d'une semaine. Donc, c'est pas nécessairement beaucoup, là, c'est pas des millions de personnes. Par contre, une fois qu'il est décédé, ben, on voit qu'il y a des vidéos qui ont plusieurs milliers de vues, là. Il y en a qui ont plus que 3000 vues. Donc, il y a une diffusion qui me semble, une visibilité médiatique beaucoup plus grande une fois qu'il est décédé. Même chose pour Daniel Kemp, puis d'autres personnes qui œuvrent dans le domaine de la conscience. Donc, c'est sûr que dans un sens, le travail que font des personnes qui vont initier des choses nouvelles, donc amener des nouvelles informations, des nouvelles idées sur le plan physique, c'est un travail qui est ingrat parce que lorsque les gens l'effectuent, ne sont pas nécessairement reconnus, puis c'est un travail pour l'avenir. C'est-à-dire que les gens dans l'avenir puissent en bénéficier, apprécier cela. Bref, le décès de Marc de la Salle m'a amené à me guérir de la fascination que j'avais pour le supramental, puis les retombées ou la reconnaissance sociale que ça peut m'amener. Puis j'attends rien des forces supramentales pour l'avenir, mais je m'organise pour me donner tout ce que j'ai besoin dans le moment présent pour être bien dans ma peau. Et j'offre plus dans cette optique-là pour avoir une qualité de vie qui est agréable. Parce que si on attend après les forces du supramental ou l'avènement de l'ère du Verseau de nous apporter le bonheur puis d'être bien dans notre peau, on risque d'attendre longtemps. Donc, il ne faut pas être à la remorque des forces, mais il faut être plutôt dans l'automouvement du déploiement de notre être propre, en dépit des situations planétaires puis en dépit de l'avenir. Donc, c'est sûr qu'en passant par rapport au décès de Marc de la Salle, il est mort au mois d'août. Lui, il avait arrêté de travailler comme enseignant il y a plusieurs années. C'est sûr que, dans le fond, il y avait eu un fonds de pension, l'argent diminuait, qu'il avait mis de côté, là, naturellement. Et c'est sûr que le timing en tant que tel de son décès ou la possibilité de donner des conférences en personne devenait de moins en moins probant à partir du mois d'août. Puis aujourd'hui, c'est pas possible encore en ce début de janvier 2021 de donner des conférences en personne. Puis j'ai l'impression que ça va être la même chose pour un bon bout de temps. Dans le fond, le contexte faisait en sorte que ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire vivre de sa parole, ne pouvait de moins en moins pouvoir s'actualiser sur Terre. Et c'est sûr que, il y a le développement de webconférences. Et c'est sûr que si un jour les mesures sanitaires tombent,
Parce que, dans le fond, la menace du virus peut être constante. Hein? Après tout, les virus font des mutations. Donc, un peu comme la menace terroriste, lorsqu'elle a été mise en place en 2001 avec le Patriotic Act aux États-Unis visant à lutter contre le terrorisme, c'était présenté comme une mesure temporaire qui permettait au gouvernement de surveiller des gens un peu partout à distance via les moyens électroniques à travers le web. On disait, c'est temporaire le temps que la menace terroriste se résorbe. Puis naturellement, depuis ce temps-là, la menace terroriste, elle peut survenir de n'importe où, à n'importe quel moment, ce qui fait en sorte que la surveillance mondialisée des gens un peu partout dans le monde continue. Puis la menace du virus va sans doute continuer dans les prochains mois, les prochaines... En fait, des virus, il y en a eu avant que l'être humain existe sur le plan biologique sur Terre, puis il y en aura sans doute encore après. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Puis c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas contrôler. À moins qu'il devienne autre chose. À moins que l'être humain devienne un être de lumière en contact avec l'esprit. Et là, à ce moment-là, avoir une capacité de commander à la matière, mais ça ne sera pas demain matin. Puis en même temps, lorsqu'il va agir ainsi, il va agir en relation avec des forces cosmiques. Si les forces cosmiques jugent que c'est intelligent à ce qu'il y ait des virus sur Terre, à ce moment-là, l'être humain ne pourra pas mettre fin à l'existence de virus en relation avec l'influence d'un désir égoïque sous influence astrale parce que il va être obligé d'agir en fonction des lois fondamentales de l'intelligence qui régissent le cosmos. Et si les lois fondamentales qui régissent le cosmos ont une visée à ce que les virus continuent d'exister parce que ça permet le déploiement de formes de vie et de nouveaux modèles ou de nouvelles structures en relation avec des potentialités, les virus vont continuer d'exister. Puis l'être humain va agir en relation avec ça. En fait, le point que je voulais faire par rapport aux conférences, c'est qu'avant la crise du coronavirus, il y avait des gens qui allaient se présenter à des conférences en personne. C'est sûr qu'au fil des dernières années, il y en avait... Moi, ce que j'observais, c'est qu'il y avait moins de gens qui allaient à des conférences parce qu'il y a de plus en plus de matériel sur Internet. Alors que dans les années 80, si on pense au temps où Bernard de Montréal, Daniel Kemp donnaient des conférences en personne, il n'y en avait pas de vidéos de conférences, d'enregistrements audio, de conférences sur le web parce que le web n'existait pas encore puis il n'était pas accessible. Donc, autrement dit, les gens, dans les dernières années, avaient le choix soit de se présenter à assister à une conférence en personne pour écouter quelqu'un parler ou de l'écouter chez eux. Et là, c'est sûr qu'avec la crise du coronavirus, où les gens ne peuvent plus se déplacer en personne, si on pense à des pays comme le Québec, la France, bref, les pays occidentaux qui sont ébranlés par le coronavirus, où les gens, on leur demande d'éviter de se rassembler en groupe, à ce moment-là, les gens ils vont plus en personne et les gens écoutent des vidéos, des enregistrements sur le web. Et moi, j'ai l'impression que l'habitude d'écouter des enregistrements sur le web en s'enracinant sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, pendant la crise, va faire en sorte que le jour où les gens pourront refaire des conférences en personne, il va en avoir peut-être moins qui vont se présenter en personne parce que les gens vont être habitués d'écouter des conférences en ligne. Il va y avoir un phénomène d'habituation qui va se faire. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, il y a un changement d'habitude qui s'installe, un peu comme les cours en ligne. Ça se peut qu'il y ait des gens qui prennent goût à suivre des formations en ligne plutôt que de rencontrer des gens en personne pour suivre une formation. Donc, c'est le même principe. Donc, pour moi, l'avenir des conférences en personne est plutôt sombre pour les prochaines années. J'ai l'impression que de plus en plus, ça va être des gens qui vont écouter des vidéos sur Internet, mais on verra bien qu'est-ce qui va arriver. Mais je parle beaucoup de plein de choses, j'ouvre des parenthèses, mais je voulais en venir sur l'essentiel. Mon bilan individuel de l'année 2020, c'est que cette année, ça a été l'occasion de réaliser l'importance de m'occuper pleinement de moi-même, puis aussi d'accorder moins d'importance aux prévisions, aux prédictions qui sont faites pour l'avenir. Donc, de décrocher de tout ça pour concentrer mes énergies sur moi puis m'occuper d'être bien dans ma peau. Puis surtout d'être en santé. En période de crise du coronavirus, il me semble que c'est quand même fondamental. Cette année, j'ai fait des découvertes quand même intéressantes. J'ai rencontré une hygiéniste dentaire qui m'a proposé d'utiliser une brosse à dents électrique au moins une fois par jour. Et je l'ai fait et ça a amélioré mes dents dans le sens qu'il y avait moins de traces alimentaires, des petites traces jaunes, des petites taches brunes qu'il y avait. Donc, j'ai pu bénéficier de cette technologie-là
pour dire qu'il n'y a pas juste du mauvais là, par rapport aux technologies qui se sont développées au fil du temps. Donc, j'ai une brosse à dents électrique que j'utilise là, depuis plusieurs mois et j'ai eu des résultats concrets par rapport à ça en termes d'amélioration, par rapport à mes dents qui sont moins tachées par des colorants alimentaires. Sinon, j'ai commencé à utiliser le shampoing Nioxin. Donc, pour des gens qui s'intéressent, c'est quelque chose d'utile. Nioxin, c'est Nioxin. En fait, c'est sûr qu'en avançant en âge, je suis rendu au moment où je vous parle à 39 ans. Bien, sur les tempes, en haut de mon front, j'ai commencé un petit peu à perdre des cheveux. Et j'en ai parlé avec différentes personnes. Et l'une d'entre elles m'a proposé de mettre du shampoing Nioxin pour diminuer le début de calvitie que je connais. Donc, c'est sûr que c'est pas un produit que mes parents m'ont parlé ou les membres de ma famille, c'est une autre personne. Puis, je suis heureux d'avoir l'information parce que j'avais encore plein de cheveux sur la tête au moment que je l'ai obtenu. C'est sûr qu'idéalement, j'aurais peut-être commencé à l'âge de 35 ans de m'en mettre là, sur le crâne. En fait, c'est un shampoing, sa fonction, c'est de diminuer, en fait, par rapport à la dégradation là, graduelle des follicules pileux qui occasionnent la perte de cheveux. Donc, autrement dit, les follicules qui se dégradent au fil du temps sur la tête, puis lorsque ils sont morts, là, la racine des cheveux est morte, il n'y a plus rien à faire, là, le cheveu ne repoussera pas. Là. Donc, le Nioxin a donné des résultats chez moi parce que au moment où j'ai commencé à l'appliquer en 2020, les cheveux qui sont sur les côtés de mon front, commençaient à être plus courts que les autres. J'avais rencontré entre autres une coiffeuse, puis elle me faisait voir, regarde le cheveu à la moitié de la longueur des autres cheveux quand vient le moment des couper. C'est parce qu'à quelque part, il y a une dégradation de la qualité du follicule du cheveu. Le cheveu pousse moins bien, il est moins long que les autres. Et c'est une dégradation qui est en relation avec le processus normal du vieillissement. Et pour contrer les effets de ça, et conserver ses cheveux, c'est d'appliquer du Nioxin. Donc, puis moi, dans les semaines qui ont suivi, les mois, je peux dire que ça revivait les follicules là, en bas, en fait, les racines de cheveux, de sorte que les cheveux sont devenus aussi longs que les autres cheveux de mon crâne. Donc, ça a donné un résultat que j'ai trouvé satisfaisant. Et là, j'ai décidé de vous en parler. Au cas où parmi vous, il y a des jeunes hommes là, dans la trentaine, 30 ans, 35 ans, 40 ans, ils peuvent trouver ça intéressant. Là, le produit Nioxin, c'est celui qui est vendu au Québec. Peut-être en Europe, ça a un autre nom. Là. Mais bref, ça donne des résultats. Puis ça, c'est en relation, en fait, avec ce qu'on appelle là, la calvitie commune. Donc, c'est en fait un phénomène où il y a la dihydrotestostérone, qui est une hormone dérivée de la testostérone, qui joue un rôle important dans l'apparition de ce trouble, qui est sécrété par l'organisme, qui a pour impact de raccourcir le cycle de croissance des cheveux et qui entraîne une miniaturisation graduelle des follicules pileux et finalement la perte des cheveux. Donc, c'est en relation avec ça, je vous mettrai un lien là, qui se rapporte à ça là, en bas de l'enregistrement pour que vous ayez plus le détail de l'explication. C'est un phénomène biologique et c'est sûr qu'il y a un adage qui dit « si jeunesse savait et si vieillesse pouvait ». Donc, c'est sûr que si vous êtes jeune puis vous savez que vous commencez à perdre des cheveux là, sur le côté du front, les côtés du front, vous pouvez... Si dans le fond, ça vous intéresse naturellement, ça peut être quelque chose à évaluer, là, de mettre Dioxin ou il y a d'autres produits aussi. Là. Mais c'est comme le temps de le faire. C'est pas quand la personne est rendue à 60 ans ou à 70 ans et qu'elle a un crâne là, dépourvu de cheveux où il n'y en a presque plus, puis est capable de caresser son crâne comme on va caresser une fesse. Je caricature un peu ici, là, mais le point, c'est qu'il y a un moment pour appliquer ce type de produit-là par rapport aux cheveux. Donc, une fenêtre d'opportunité, c'est un petit peu comme pour
les placements à la bourse ou autre chose. Il y a des périodes qui ont des fenêtres d'opportunité. C'est sûr qu'il y en a eu une en passant lors de l'année 2020 au printemps de l'année de 2020 dans le cadre de la crise du coronavirus ou le Dow Jones, là, qui est l'indice financier américain qui représente les 30 plus grandes capitalisations, les 30 plus grandes entreprises aux États-Unis qui sont cotées à la bourse, avait passé d'environ 29 000 points. Avant la crise, il était à peu près à 29 000 points. Ensuite, il a descendu environ à 15 000. Là, c'était une bonne période selon certains investisseurs pour investir. Et puis là, après ça, il a remonté. Puis au moment où je vous parle, il était à peu près à 30 000 points. Donc, il existe des fenêtres d'opportunité. C'est sûr, des gens dans le domaine financier qui sont assidus, qui sont formés, qui sont qualifiés, les évaluer. Puis des fois, la période de crise, c'est une période qui est propice pour investir sur certaines choses. Donc, c'est sûr que je ne donnerai pas des conseils financiers, n'étant pas conseiller financier. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent tirer profit de la crise pour s'enrichir, là, naturellement. Donc ça, c'est un autre aspect. Mais pour ce qui est du produit Nioxin, ce que je voulais dire là, par rapport à la perte de cheveux ou la diminution en fait des cheveux que je connaissais, c'est que ça donnait un résultat concret. J'en ai fait une expérimentation sur plusieurs mois. J'ai commencé au printemps, au mois de mars, puis ça a amélioré les cheveux qui sont de la même grandeur à présent que les autres cheveux, donc qui sont plus en diminution aussi rapide. Donc, j'ai eu des résultats, j'en suis satisfait. Donc, ça a été une belle découverte de l'année 2020 que j'avais envie de vous partager. Sinon, en fait, les découvertes, ça a été aussi au niveau biologique d'accepter les choses que je ne peux pas changer, dans le sens que c'est bien beau de dire je vais commander à mes cheveux de pousser, etc., d'utiliser ma volonté, c'est bien, mais d'utiliser un produit aussi sur le plan biologique pour aller dans ce sens-là, c'est mieux. Parce que la puissance de la volonté pour la déployer, j'ai déjà eu une discussion avec Marc Delassalle en lien avec ça. Lui, ce qu'il disait, c'est que les lois de l'énergie ne sont pas descendues sur la Terre avant environ l'année 2070. Donc, l'idée de commander à la matière présentement, c'est pas mal utopique. Surtout que la matière très dense, ça demande une puissance de volonté très forte. Tandis que quand on touche à des choses subtiles comme changer un état émotionnel avec la volonté, c'est plus facile d'accès parce que l'état émotionnel, c'est dans le plus subtil de l'individu. Tout ce qui est plus subtil, un état psychologique, donc c'est des choses qui sont plus facilement changeables. Mais quand on tombe sur d'énergie très densifiée, comme la matière physique, c'est ça, ça demande plus de puissance de volonté. C'est sûr que pour moi, l'être humain peut avoir une incidence sur le corps biologique naturellement. D'ailleurs, c'est la raison, entre autres, pour laquelle existe l'effet placebo. Donc, le simple fait, par exemple, de croire qu'un médicament peut être efficace peut donner certains résultats sur le plan physique de l'individu. Mais ça là, c'est limite aussi. C'est sûr que s'il existe des produits pour s'avantager, c'est intéressant. Sinon, c'est sûr que lors de l'année 2020, sur le plan individuel, il a fallu que je réorganise ma vie. Non seulement la société m'a amené à réorganiser mon existence en étant confronté à la crise du coronavirus, mais le fait aussi que en connaissant le processus de vieillissement de mon corps biologique, je connais des changements dans le sens que ma qualité de sommeil est moins bonne qu'avant. Je me rendors moins le matin, donc je me réveillais souvent le matin vers des heures comme 3 ou des fois 4 ou 5 heures le matin, devrais-je dire. Puis autrefois, dans les années passées, je me réveillais vers 4 ou 5 heures, je me réendormais. Ensuite, au fil du temps, progressivement, je me rendors, mais peut-être une fois sur 2. Puis là, ensuite, c'est une fois sur 4, puis de plus en plus, je me rendors plus. Donc, le sommeil est plus léger. Puis en passant, j'avais écouté un documentaire, l'émission Découverte, qui expliquait qui est une émission à caractère scientifique de vulgarisation ici au Québec, que ça faisait partie du processus naturel du vieillissement, d'avoir un sommeil de plus en plus léger en avançant en âge. Donc, il a fallu que je réorganise ma vie, ce qui fait en sorte que je me réveille plus tôt, je reste éveillé plus tôt, mais je vais aller, par exemple, me promener à l'extérieur, là, des fois vers le 6h30 le matin jusqu'à 7h30, aller prendre une marche à l'extérieur, chose que je ne faisais pas avant, mais en contrepartie, je me couche plus tôt. C'est sûr que ce qui est bien pour moi, c'est que je peux des fois m'endormir à 8h30 le soir ou 9h. Donc, aussitôt que je me couche, c'est quand même bien, même si je me réveille à 5h. Donc, ça crée un plus grand équilibre parce qu'avant, je me couchais des fois à 11h, puis je me réveillais à 5h, puis là, je n'avais pas autant dormi. Dans ce cas-là, si en contrepartie, je me couche plus tôt puis que je dors,
Ça permet de compenser. Mais c'est pas ma volonté qui permet de décider le cycle du sommeil. C'est sûr, je peux faire des choses comme écouter de la musique douce. Je me réveille là, à 5 heures du matin dans l'espoir de me rendormir. Des fois, ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne pas avec une méditation guidée, avec une voix narrative pour m'amener dans un état d'être très calme, très déposé. Mais en dépit de tout ça, si ça fonctionne pas, ben, je reste éveillé puis je m'occupe. Mais il a fallu que je réorganise ma vie en fonction d'un horaire où ce que je me réveille plus tôt puis je me couche plus tôt en contrepartie. Sinon, pour ce qui est des résolutions pour de l'année 2021, ben, fondamentalement, c'est de m'écouter, de rien attendre pour l'avenir, de rien attendre par rapport à la reconnaissance de mes enregistrements, dans le sens que les gens les apprécient, tant mieux. S'ils les apprécient pas, tant pis. Fondamentalement, je dois les réaliser sur un plan individuel, parce que si j'attends après une reconnaissance par rapport à ça, je risque d'attendre longtemps, puis peut-être même de mourir, puis ce que je fais soit jamais reconnu ou apprécié. C'est ainsi. Sinon, mes résolutions pour 2021, c'est de m'occuper d'être bien dans ma peau. Puis pour boucler la boucle avec ce que j'ai dit tantôt en entrée d'enregistrement, quand même qu'on nous parle là, qu'on est entré là, dans l'ère du Verseau, puis qu'on connaît des changements dans les prochains mois, les prochaines années, puis on nous vende quelque chose des beaux, qui va être très beau, ben moi, par rapport à tout ça, j'ai pas d'espoir par rapport à une programmation, par rapport à l'avenir. Par contre, mon point de vue est toujours d'agir concrètement dans ma vie pour améliorer mon sort, de me mettre en action. Et je vous dirais que mon intérêt pour les prophéties qui étaient quand même là depuis plusieurs années, là, au début des années 2000, on parlait des prophéties d'Nostradamus, ensuite il y a eu 2012, calendrier Maya. Je me suis intéressé à ces choses-là, puis plus en plus, à mesure que j'avance dans le temps, et plus en plus que c'est neutralisé, ce qui est bien. Puis là, récemment, il y avait une personne qui parlait de l'être humain nouveau, puis l'homme nouveau va faire ci, va faire ça. Il y avait quelqu'un qui écrivait des messages en lien avec ça, puis ça m'irritait. Puis là, ça me disait intérieurement que je commençais à être guéri de ma fascination par rapport à l'avenir, parce que c'est bien beau de parler qu'est-ce que l'être humain va faire dans l'avenir, puis moi-même, je l'ai fait là, dans un paquet d'enregistrements, mais calisse, il faut s'occuper de soi dans le moment présent, parce que sans ça, c'est à quelque part de jouer le jeu de certaines forces qui veulent descendre l'information par rapport à l'avenir en nous amenant à la canaliser pour préparer le terrain pour certaines choses. Mais si on ne s'occupe pas de soi d'abord, ben on est juste une courroie de transmission d'une autre programmation différente de celle du moment présent, mais on ne bénéficie pas de ça. Autrement dit, notre dette n'est pas nécessairement plus agréable. C'est à l'individu lui-même de prendre sa vie en main pour installer ce qu'il veut dans les ici maintenant dans sa vie. Rien attendre des autres, rien attendre du gouvernement. Le gouvernement, d'ailleurs, on l'a vu en gestion de crise, il n'est pas parfait. Rien attendre de la société, mais déployer par soi-même ce qu'on a besoin. Ouais. C'est dans cet esprit-là que je commence l'année 2021. Et je vous remercie de votre écoute et vous souhaite naturellement une belle année 2021, une année qui répondra à vos besoins, une année qui sera peut-être l'occasion pour vous de vous donner ce que vous voulez. Parce que si vous attendez que le gouvernement vous rende heureux, ça se peut que vous attendiez longtemps, surtout par rapport aux différentes mesures qui ont été mises en place et qu'on a l'impression qu'ils ne seront pas rapidement levées, que ce soit le port du masque obligatoire, distanciation physique, etc. Donc, si vous attendez que le vaccin vous permette d'être libre en faisant vacciner, ça se peut que ça ne soit pas la solution miracle. Ça se peut que le vaccin ne vous sauve pas non plus du coronavirus, dans le sens que le fait que les gens soient vaccinés, ça les empêche pas d'être dans une société soumise à certaines contraintes sanitaires. Donc, ça mène pas la levée sociale des contraintes sanitaires, en tout cas au moment où est fait l'enregistrement. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut, ne pas avoir trop d'espoir. Surtout que ça se peut que le vaccin soit efficace d'une manière temporaire à partir d'une certaine version du coronavirus. Les vaccins qui sont mis sur le marché rapidement, qui ont été produits en moins de 6 mois pour le coronavirus, on s'entend qu'on ne sait pas si dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans, ils vont être encore valides par rapport au coronavirus. Il n'y a pas eu d'études sur une telle échelle qui ont été produites en relation avec ces vaccins. Donc, à ce moment-là, on met rapidement un produit sur le marché. La durée de l'efficacité que la personne est immunisée avec lui, ça reste à voir.
Donc, il ne faut pas mettre trop d'espoir par rapport à tout ça. Par contre, c'est sûr que c'est l'occasion pendant ce temps-là, aux gens de l'industrie pharmaceutique de faire de l'argent. C'est sûr qu'eux autres, ils pourraient faire beaucoup d'argent si, un peu comme l'influenza, où les gens se font vacciner à chaque année, il y a une vaccination récurrente à chaque année contre le coronavirus. Donc, si à chaque année, ils empochent des milliards, c'est intéressant. Tandis que là, s'ils mettent juste en place un vaccin, puis là, c'est fini, ça peut être moins intéressant. Mais je ne veux pas leur prêter d'intention nécessairement mercantile ou outrancière par rapport à tout ça. Je vais faire attention. Mais le point, c'est qu'on va regarder qu'est-ce qui va arriver par rapport à du vaccin puis tout ça. En ce sens que par rapport au vaccin contre l'influenza, la grippe saisonnière, vous savez très bien qu'il n'y a pas juste un vaccin qui est fait puis c'est fini. Car sans ça, il n'y aurait pas de campagne de vaccination là, à chaque année, parce qu'on parle qu'il y a une mutation de l'influenza qui s'opère. Si le virus du coronavirus mute aussi, c'est possible qu'il y ait différentes campagnes de vaccination. Puis c'est possible aussi qu'il y ait un maintien et pendant une certaine période de temps, là, des mesures là, avec les gestes barrières et les contraintes sanitaires. Je vais arrêter de parler. J'ai parlé pendant quand même une longue période de temps. Mais tout ça pour vous dire que je voulais faire un petit bilan là, par rapport à l'année 2020. Et ce bilan-là, naturellement, m'a amené à moi-même et sur l'importance de ne pas attendre le salut d'un vaccin ou de la société. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.